3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Kevin Tozet à nos côtés, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Nicolas Forest nous accompagne également, le directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et Jean-François Fossé est également en notre compagnie, directeur de la gestion multi-actifs chez Ophi Invest AM. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Grégoire. Messieurs, Jean-François, peut-être un premier bilan de cette année 2025. On verra ce que les dernières séances ou les dernières semaines de l'année nous réservent sur le plan des marchés, bien sûr, mais une grande partie de cette année 2025 est quand même faite. Qu'est-ce que vous en retenez ? On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, bien sûr, ce qui nous a amené à beaucoup parler du marché américain, et on en parle encore beaucoup tous les jours avec cette question, y a-t-il une bulle qui s'est développée autour de l'IA ? Et si oui, à quel stade en est-on ? Mais quand on sort un petit peu de cette seule lecture-là des marchés, on voit quand même que le monde boursier a progressé dans son ensemble et que parfois certaines zones ont progressé beaucoup plus que d'autres et beaucoup plus que le marché leader qui reste le marché américain. Oui, effectivement, 2025 s'annonce être un très bon millésime. Par rapport à 2024, ce qu'on peut dire, c'est que on capitalise sur cette formidable innovation qui est l'intelligence artificielle et qui continue de nourrir les marchés. C'est pas juste centré aux États-Unis, on l'a vu en 2025 aussi avec DeepSeek. Pour ceux qui se rappellent, en tout début d'année, la Chine est au rendez-vous sur cette thématique-là. Il va y avoir un combat aussi entre les deux superpowers sur ce point-là. En Europe, on fait aussi une bonne année boursière. Pour d'autres raisons, le secteur financier aide énormément. Enfin, je dirais, sur la liste européenne. Les marchés émergents, je dirais, c'est peut-être un des aspects qui était le plus conforme à ce à quoi on pouvait s'attendre en tout début d'année 2025, c'est-à-dire qu'on était dans un environnement où, par rapport à comment ça se passait sur la zone dollar et sur les taux américains, on pouvait s'attendre à ce que, quelque part, la zone des pays émergents se comporte plutôt bien, et ça a été le cas. Pas juste la Chine, c'est ça ? Non, pas juste la Chine, effectivement. Alors après, il y a eu quelques petits arbitrages quand même qui sont opérés. La Chine, c'était encore une zone où on n'avait pas envie d'investir il y a quelques temps. C'était l'Inde qui avait énormément profité des capitaux. Là, il y a eu l'arbitrage. Finalement, la Chine, c'est pas si mal. Avec l'intelligence artificielle, le segment technologique. Les flux qui étaient en Inde sont partis en Chine. Donc l'Inde a un peu moins bien performé cette année. On a quand même aussi le fait que l'euro a quand même plutôt progressé, notamment face à la zone dollar. Donc pour les investisseurs euros qui ont investi, par exemple, dans des produits de dette à l'extérieur, il y a la contre-valeur qui pèse un peu sur l'affichage de fin d'année. Néanmoins, c'est plutôt une très bonne année pour les actifs risqués. Le crédit, ça s'est bien passé. Alors après, il fallait tenir le moment de volatilité sur les taux européens qui était l'Allemagne, le fameux plan Suisse-Mars. Déjà, c'était un premier... Un premier point. Et le deuxième, effectivement, ça a été les annonces du président Trump, Liberation Day. Donc là, c'était in fine un très bon point pour y revenir encore. Mais ça a été le temps fort de la volatilité des marchés actions. Avec au passage un retail américain, donc des particuliers américains qui semblent toujours un peu en avance sur les rachats de creux de marché. On a l'impression que ça devient presque un nouveau schéma. On l'a vu au cours des dernières crises, depuis 2022, mais même au moment Covid, on a vu les flux retail revenir dans le creux de marché avant les flux professionnels. Effectivement, c'est un très bon point que vous faites là, et c'est aussi ce qu'on constate actuellement, parce que quand vous investissez sur les marchés actions sur un horizon plutôt court terme, il est très important de suivre comment évolue le sentiment et notamment les données de positionnement. Et grâce à la technologie, maintenant, monsieur tout le monde peut investir quasiment partout, sur toutes les thématiques, etc., de manière plutôt efficace et efficiente en termes de tarification. Donc, un trading, on va dire, assez soutenu. Et effectivement, le petit porteur américain, qui maintenant aussi, grâce aux réseaux sociaux, devient aussi à une capacité d'adresser des thématiques plus rapidement en meute, on va dire. Ce qui fait que ça les constitue quelque part un comportement boursier assez moutonnier, assez important. L'effet réseau devient de plus en plus important. Oui, et il pèse lourd maintenant en fait. Ah oui.
il pèse lourd. Un bon tiers du stock sur le S&P est détenu directement par ces aspects-là. Et après, il y a les aspects indirects qui passent par des fonds, mais déjà sur cette version directe. Alors après, effectivement, le mouvement en ce moment, et ça marche plutôt bien depuis quelques temps, c'est le rachat dès qu'il y a des petits mouvements de faiblesse. Ouais. On est aussi dans un endroit où on n'a pas connu, en tout cas aux États-Unis, une récession depuis un petit moment, en tout cas hormis l'épisode Covid. Donc après, ce sera intéressant de voir, c'est si jamais il y a un ralentissement plus marqué et qu'il y a un impact sur l'emploi, parce qu'on commence à avoir aussi un peu de données un peu plus soft, on va dire, sur l'emploi américain. Si forcément vous perdez votre job, alors certes, vous avez un matelas de plus-value latente confortable. C'est intéressant de voir votre capacité à racheter les baisses. Ouais. On n'a pas connu ce moment de vérité pour ces nouveaux investisseurs, ou en tout cas ces investisseurs particuliers, effectivement, qui sont dans le marché depuis peut-être 4-5 ans maintenant. Mais là, on est dans le sweet spot, effectivement. Toute baisse est bonne à racheter. Bon, votre bilan de l'année 2025, puisque c'est un peu le sens de la discussion, Kevin. Moi, je retiens le point DeepSeek. Je me dis que c'est peut-être l'un des événements les plus importants de cette année, avec la révélation d'un modèle d'IA différent, peut-être moins gourmand, plus sobre. La veille de l'investiture de Donald Trump, je trouve qu'on a tous les marqueurs à la fois de l'affrontement entre les deux superpuissances et ce terrain de la technologie qui va être un terrain d'affrontement évidemment majeur pour les deux. C'est vrai qu'on est rentré dans 2025 avec l'exceptionnalisme américain et on a eu la disruption alors à tous les niveaux. Elle s'est d'abord, si je fais la séquence, elle s'est d'abord déclenchée avec le nouveau locataire de la Maison Blanche qui a sans doute aussi forcé des entrepreneurs chinois, des autorités chinoises à aller investir davantage parce que, on va dire, la fin de la Pax Americana, la création d'un monde, on va dire, moins unipolaire et plus multipolaire, ça veut dire qu'il faut faire de l'investissement ailleurs. Alors en Europe, c'est plutôt via les infrastructures et de la défense. En Chine, c'est plutôt dans le secteur technologique, mais je crois que c'est ça qui a porté quand même et les marchés d'actions émergents et les marchés d'actions européens. Le crédit a fait le portage. On a quand même des taux de défaut qui sont élevés, qui remontent en Europe. On a des gros acteurs, les acteurs français notamment, qui ont restructuré une partie de leur dette. Ça a été relativement quand même bien digéré. Et je crois que l'autre mouvement quand même qu'on a pu voir, c'est ces mouvements de pontification de courbe encore. C'est-à-dire que, ça dépend des phases, si on utilise du jargon, soit du bear, soit du bull steepening, mais on a quand même eu ces mouvements de pontification, des taux longs qui remontent. Et c'est un phénomène qui est assez généralisé. C'est ça. Il se fait en Europe, il se fait au Japon, aussi. Exactement. Oui. Et donc, pour moi, c'est ça qui marquera cette année, c'est, on va dire, cette disruption généralisée. Alors là, plus spécifiquement sur la thématique IA, on verra si ça disrupte vraiment, mais c'est ça que le marché semble être en train de jouer. Et puis, l'éclosion, ou la redécouverte de plusieurs zones d'influence. Peut-être que la contre-performance de l'Inde, c'est ça aussi. C'est-à-dire que cet acteur qui avait tendance à pouvoir choisir son camp, il va falloir à un moment se décider et le choisir réellement. Donc ça, c'est peut-être ça qui l'explique. Et puis, les valorisations, ça compte aussi. Je crois qu'on a quand même une forme d'élargissement des moteurs de performance. Elles se reposaient très largement sur ces grandes valeurs technologiques américaines. On parle moins des Mac 7, on parle plus des artificiels 8. C'est pas le seul secteur qui marche. En Europe, ça fonctionne aussi avec comme des performances ou des moteurs de performance sur les actions qui se fait sur plusieurs secteurs. Il y a les bancaires, il y a la défense, il y a aussi, dans les pays émergents, la zone Chine. Alors, la zone asiatique, peut-être plus directement liée au Nasdaq, on pense à la Corée ou à Taïwan, mais on a aussi l'Amérique latine qui... Ça veut dire un marché plus facile quand même pour des gérants, des professionnels de la gestion d'actifs qui ont pour terrain de jeu le monde, entre guillemets. Je suis un peu un jugé parti, je travaille chez Carmignac, mais oui, je crois qu'il y a quand même... c'est un phénomène qu'on a commencé à voir, c'est-à-dire que notamment sur les marchés obligataires, où on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de gérants actifs dans le monde obligataire qui arrivent à faire mieux que les indices et donc mieux que la gestion passive. Et oui, je crois qu'on le voit aussi davantage sur les marchés actions, on le voit aussi dans des gestions diversifiées qui arrivent à pas juste acheter ce qui a marché il y a un mois, ou il y a 3 mois, ou il y a 3 ans, qui est le phénomène de facto inhérent aux indices de référence. Je reviens sur mon petit moment DeepSeek, mais oui, 2025, c'est l'année où la Chine est redevenue investissable.
pour beaucoup de gens non résidents chinois, en l'occurrence. Oui, je crois que, encore une fois, voilà, s'il faut aller chercher des poches d'investissement, et c'est de chercher à se diversifier des États-Unis, parce qu'il y a quand même aussi cette réalisation-là, hein, sur le fameux jour de la libération, ou voilà, sur cette fameuse réunion dans le bureau. Combien j'ai de dollars en portefeuille? Dans le bureau Oval, Ouais. un peu plus tôt dans l'année, il y a cette idée qu'il faut essayer d'aller se diversifier, si on arrive à le faire avec des espérances de gains qui sont à peu près équivalentes, c'est quand même mieux que juste la diversification pour la diversification. Et donc oui, la Chine, c'est une poche d'innovation, une poche d'investissement, je crois, dans les portefeuilles. Ouais. Bon, la grande diversification, la grande internationalisation des portefeuilles, ça a été ça, 2025, Nicolas? Est-ce que c'était ça 2025? En tout cas, le reste du monde a payé. C'est ce que je veux dire, quoi. Oui, moi pour 2025, si je reviens à la question que vous avez posée, qu'est-ce que je retiens de 2025? J'essaie de réfléchir à il y a un an, et de réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir dans un an. Et pour moi, la grande question, c'est: est-ce que Trump a délivré? Est-ce que les banques centrales ont délivré? Est-ce que la Chine et l'Allemagne ont délivré? Si je fais Trump, parce que c'était il y a un an, on peut fêter quasiment l'anniversaire de son élection, je dirais quand même que la grande surprise, c'est qu'il a délivré plus ou moins tout ce qu'il avait annoncé. Il a délivré un programme important lié aux tarifs, même si on va sans doute revenir peut-être tout à l'heure sur les petits reculs, mais enfin, il a mis en place les tarifs. Il a mis en place une politique très stricte d'arrêt de l'immigration. Il est en train de mettre en place une politique de dérégulation. Et je pourrais continuer, notamment même avec la One Beautiful Bill, où il a délivré aussi une partie des promesses qu'il avait engagées lors de sa campagne, notamment de baisse pour les pourboires, pour les heures supplémentaires. Donc Trump a quand même fait ce qu'il avait dit et ce qui devait être un cataclysme. Qui ne l'empêche pas quand même vis-à-vis de l'opinion publique américaine d'avoir un petit passage à vide. Exact. Et de voir que la question de l'accessibilité des produits, que le coût de la vie, etc., c'est pas quelque chose qui a disparu avec Joe Biden. Exactement. Mais pourquoi je commence par ça? Parce que, évidemment, il a délivré et il semble que les conséquences économiques jusqu'ici ont été relativement faibles, sans créer le drame inflatoire que certains prédisaient, ou bien un risque magnifique de récession, parce qu'on est là autour de la table en disant il faut bien gérer la Liberation Day. Quand on avait une émission le jour de la Liberation, tout le monde était à moitié en panique et avait peur de finir en slip. Parce que le marché a mis des limites à chaque fois, qui ont permis d'éviter aussi... Ça a été un moment très important. Le retail a acheté, mais beaucoup ont été... Enfin, c'était quand même un moment difficile. Donc, premier point, c'est que Trump a délivré, et qu'il semble que l'économie est tenue. Il semble. Et c'est pour ça que ça me projette sur 2026 en disant, est-ce que ça peut continuer à tenir avec ce que fait Trump? Là, je pense que c'est une autre question. La deuxième chose, c'est est-ce que les politiques monétaires ont délivré? Oui, elles ont délivré. La BCE a baissé les taux et la Fed a commencé. Et ça, c'est quand même majeur pour comprendre ce qui s'est passé. On est dans un environnement où les banques centrales ont quand même fortement baissé leur taux d'intérêt dans le monde. Et là encore, il y avait des débats. Et là encore, je vous invite, et à travers ce que je dis, réfléchir à ce qui va se passer en 2026. Est-ce que les banques centrales vont continuer à délivrer autant? Et puis, du côté de l'Allemagne, du côté de la Chine, est-ce qu'ils ont délivré? Oui. L'Allemagne a quand même délivré. Alors, c'est peut-être pas encore dans les chiffres, dans l'implémentation, mais il y a eu un programme. Souvenez-vous, il y a un an, il y avait des élections qui allaient arriver en Allemagne. Et un plan, comme ils ont annoncé, paraissait improbable. Or, il a été annoncé, il a eu lieu. Il a mis le bilan de l'Allemagne sur la table. Le bilan va pouvoir être utilisé pour faire quelque chose. Avec une économie allemande qui doit s'endetter pour acheter et pour financer son armée. C'est une petite révolution idéologique et dogmatique. Et en Chine, où vous avez parlé... Voilà. Donc, par rapport à ça, pour moi, c'est quand même une année où beaucoup a été délivré sur les plans des politiques monétaires et budgétaires, avec une économie qui a bien tenu, malgré ces chocs-là, pour l'instant. Et donc, c'est ça que je retiens, surtout. Alors, il y a quoi derrière ce pour l'instant, Nicolas? Il y a un vrai doute sur la capacité de nos économies à continuer à tenir. Pourquoi je fais quelque chose peut-être un petit peu pas de dogmatique, mais de méthodique? Parce que pour chacune des questions, la question que je me pose, c'est est-ce que ça peut continuer à délivrer en 2026? Voilà. D'accord. Et je veux juste dire... C'est une question vraiment ouverte. Et la question est ouverte. Pourquoi? Parce qu'il y a un an...
personne n'aurait attendu... 3 années consécutives de performance comme on a sur la bourse américaine, ça ne s'est pas souvent vu. Donc maintenant, la question, et c'est la question que tout le monde pose, c'est est-ce que les temps de l'exubérance sont-ils devant nous, avec des conséquences et des inquiétudes qu'il y a. Voilà. Mais effectivement, les portefeuilles internationaux ont bien fonctionné. Effectivement, la Chine est de retour. C'est plus une domination sans partage. Exact. Mais c'est pas ça, moi, que je retiens. Ce que je retiens, c'est pas ça. Ce que je retiens surtout, c'est que il y a 1 an, c'était Trump. Faut voir les unes de The Economist. Faut rappeler quand même qu'il y a même 16 mois, 18 mois, personne ne pensait que Trump était élu. Si Trump était élu, c'était la fin du monde. Et la fin du monde n'a pas eu lieu. Mais ce qui est intéressant dans cette question et dans la rhétorique que je fais, c'est de se dire, est-ce que l'économie américaine peut encore tenir avec ses tarifs ? Est-ce que la popularité de Trump tient avec ses tarifs ? Est-ce que l'inflation tient avec ses tarifs ? Est-ce que le marché de l'emploi tient avec l'immigration ? Est-ce que tout ce qui se passe peut-il continuer à faire on paye un nouveau musicien à la fin du concert. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le bilan de Trump, on aura le temps encore de le faire. La question, c'est est-ce qu'on a le droit encore à un tour de manège ? Ouais. Alors, oui, Kevin ? Si. L'économie américaine, elle tient bien, elle croît quand même sous son potentiel. Sous son potentiel. Les chiffres de croissance, a priori, pour le premier semestre de cette année, donc ça ne croît pas aussi vite que par le passé. Et sur... On n'a pas de récession. Non, a priori... Je vous fais l'ensemble des prévisions économiques du mois de mars-avril. On ne l'a pas eu pour l'instant. Je ne fais pas partie du corps des récessionnistes, mais il y a quand même une promesse sur laquelle il n'a pas délivré, c'était quand même s'attaquer au déficit américain. Et là, je ne crois pas qu'il ait réussi à délivrer. L'Ukraine non plus, évidemment. Voilà. Il y a quand même eu quelques loupés, si on peut dire. Et comme vous le disiez, c'est tout le problème d'une économie qui croit en K, comme on dit en jargon d'économiste, c'est que l'économie, elle tient bien, mais enfin, l'Américain moyen, il le voit quand même beaucoup moins. Mais ça, c'est un argument que beaucoup donnent et qui est correct, mais qui n'a pas commencé avec Trump. Si vous regardez l'ensemble des chiffres de répartition du patrimoine, c'est le même, après le Covid, il y a une accélération. Donc maintenant, on le dit, mais sous Biden, les riches étaient toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Donc le seul point, et c'est là où je vous rejoins, et ça rejoint un peu les points, c'est effectivement, si le taux de chômage commence à monter, et c'est ce qu'on voit, par exemple, on a le taux de chômage des minorités noires américaines qui commence à monter, on va voir le premier chiffre de l'emploi, là, on n'aura pas celui d'après, mais là, si on voit que les taux de chômage commencent à monter... Là, effectivement. Mon point, mais l'inégalité américaine... Mon point, c'est qu'il a délivré sur tout ce qu'il a annoncé. Il a été élu sur une plateforme qui était justement le pouvoir d'achat, la lutte contre l'inflation. Et l'inflation, elle a plutôt fait sur place. Et si l'opinion publique américaine penche plutôt de l'autre côté de la balance aujourd'hui, c'est bien qu'il y a quand même certains éléments sur lesquels... Non, mais c'est bien pour ça que je pose la question. C'est parce que ça doit nous interroger sur 2026. Forme de pragmatisme trumpien aussi, de revenir sur des tarifs liés à des produits de première nécessité. Pardon, Jean-François. Oui. Je disais, l'inégalité économique, tu le retrouves en bourse. Parce que s'il y a un grand, je dirais, pas perdant, mais en tout cas... retardataire, effectivement, en bourse, c'est les petites et moyennes capitalisations qui, d'habitude... dans ce type de contexte économique, sont censés être plutôt leaders. Et là, on voit bien qu'au niveau de la masse d'investissement qui est nécessaire pour permettre d'exister dans le nouveau setup qui va être celui de l'intelligence artificielle, il faut avoir des capitaux, il faut être gros, il faut peser lourd, quoi. Et c'est un schéma durable. Alors effectivement, cette fracture économique, financière, du point de vue des ménages et boursière, c'est un schéma qui peut tenir encore. C'est-à-dire avoir ce cas économique, avoir un groupe de 7, 8, 10, 15 valeurs qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés, en tout cas sur les indices, et 80 ou 90% de la cote qui soit devenue un peu dead money, comme on dit dans votre jargon. Ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer d'avoir devant nous? Ou est-ce qu'à un moment, tout a un prix Je pense que oui, ça peut durer tant qu'on est dans cette thématique-là. Hein, parce qu'on voit les chiffres de l'économie américaine aussi. Quand on voit, là, je reviens sur les montants astronomiques de CAPEX, de dépenses en investissement américain.
ça se reflète à la fin sur le PIB américain, quoi. Ouais. Et la concentration, elle est finalement pas propre aux États-Unis. On l'a dans plein d'indices. En Europe, on a plein d'indices qui sont concentrés. Hein. Vous faites le Danemark, au Nordisk, on va dire que le Nordisk tire son... La Corée avec Samsung, enfin non, mais tout est très concentré partout. Oui. Voilà, donc c'est qu'on commence à avoir deux mondes en fait qui sont en train de se construire. Donc si vous voulez travailler les gisements en profondeur, faut sortir des indices en fait. Parce que les indices, ça ne va pas vous aider. Et en plus, les intervenants qui utilisent, eux, les indices, ne recherchent pas, en fait, cette exposition sur les petites valeurs ou ces histoires familiales, peut-être entrepreneuriales, etc. Ils vont chercher le momentum. Le momentum et la grosse story IA, typiquement. Mais pas que, on l'a vu. Hein, les quantifications des courbes, ça a été une thématique forte qui a pu être jouée au travers des indices. Et les financières, typiquement, en étaient une bonne expression. Ce qui est intéressant, c'est que dans le côté très retail du marché, il y a des indicateurs quand même. La sphère crypto, l'or, à un moment, sans doute, a été aussi emporté par cette spéculation retail. C'est des actifs, là, depuis un mois maintenant. La sphère crypto, c'est pas remis du 10 octobre. Je crois que c'est le grand coup de tabac sur les cryptos. L'or se maintient autour de 4000, mais c'est pareil, on sent quand même que c'est des actifs très spéculatifs, devenus très spéculatifs, qui ont perdu quand même un peu de momentum, là. Mais voilà, les cryptos, vous allez dans l'univers des obligations convertibles globales. Là, vous avez des players de cette thématique-là. Ça a cartonné sur l'année. Sans aller chercher... À travers les converts, on a pu jouer cette thématique-là. L'or, il y a encore mieux que l'or, c'est les valeurs orifères. Ouais. Ça fait 3 fois le plus. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc, après, vous allez me dire, les thématiques, quelque part, elles s'entremêlent entre classes d'actifs. Donc, tout ça, c'est un peu consanguin. C'est une manière plus ou moins liquide de aussi le jouer dans différents formats investissables aussi pour monsieur tout le monde. C'est plus facile d'investir dans des valeurs orifères pour son contrat d'assurance vie que d'aller faire de l'or en direct. Donc voilà, oui, ça peut continuer. Hein. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'élément très marquant pour dire que ça va s'arrêter. J'ai même vu que l'ETF, c'est comment on l'appelle, TLT, c'est ça, l'ETF de la dette souveraine américaine à long terme. Hein, c'est du plus de 20 ans, je crois, c'est ça. Ça fait mieux que Bitcoin là désormais, puisque Bitcoin a perdu 25%. Voilà. En devise locale. Oui. Dollar, quoi. Pas tout à fait la même volatilité non plus. En local currency, oui, en dollars. Oui. Donc pour un investisseur européen... mais j'entends bien. Oui, mais c'est quand même un ordre de grandeur, ça donne un repère. Le souverain, l'obligataire a payé cette année, Nicolas. Oui, Non, mais c'est pas moi qui dis oui, ça a payé. Le crédit, c'était pas le cas le crédit, oui. Mais même l'obligataire, je trouve... Non, mais cette année, qu'est-ce qu'il n'a pas payé, Grégoire ? Le Bitcoin. Si, sur un an. Sur un an. Ça dépend. Le 1er janvier, c'est flat. Il y a quand même l'or. Novo Nordisk, ça n'a pas payé. Un ou deux titres divisés par deux. Divisé par deux. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de titres. Mais effectivement, les obligations d'État, elles ont... Aux US, oui. Après des années, après quelques années très très difficiles. D'où mon point. Ça y est. Mais là encore, par rapport à ce que vous disiez sur l'inflation ou sur les obligations d'État, là encore, c'est la surprise. Parce que vous disiez, il y a un peu d'inflation, je suis tout à fait d'accord, et je le vais. Mais regardez le taux break-even, le taux 10 ans break-even américain, entre avant les élections et maintenant. Mais c'est bien ça qui interroge. 4-5 bips. Donc c'est effectivement, et le fait que les obligations d'État aient tellement performé, tant mieux. Mais ça nous interroge pour 2026. Ça veut dire que c'est mal pricé, Kevin ? Je trouve la question de Nicolas intéressante. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire sur les trimestres qui nous attendent ? Est-ce qu'on a une copie carbone de ce qui s'est passé en 2025 ? J'espère sans passer par le trou de moins 15%, parce que ça arrive quand même pas tous les ans, d'avoir des performances à 2 chiffres sur la S&P 500. Après avoir fait un moins 15 ? Après avoir fait un moins 15, ça peut arriver 3-4 fois. Mais là, regardez 3 années consécutives de performance comme on a sur le S&P. Mais la question qui est intéressante, je trouve, c'est qu'est-ce qui nous attend ? Et alors, sur le risque inflationniste, le risque d'inflation, moi, je trouve qu'il est pas très bien. Mal évalué aujourd'hui. Mal évalué aujourd'hui. Parce que l'inflation, elle va revenir comment ? Par les biens, c'est ça qu'il faut avoir en tête ? Elle peut revenir par les tarifs douaniers, parce que là aussi, il y avait quand même des inventaires ou des excès d'inventaire ou de la reconstitution d'inventaire avant la mise en place de tarifs douaniers. Les chefs d'entreprise, ils s'adaptent une fois qu'ils ont le Donc cadre. pour Noël, c'est bon, mais après Noël, ce sera peut-être une histoire différente. M. Trump nous disait que les enfants, les jeunes filles américaines, ce sera 3 Barbie et pas 4 ou 5. Ça s'appelle de l'inflation, mais bref. Ou de la shrinkflation, comme on dit en anglais. Mais bref,
Donc ça peut être un facteur, on va dire, une façon de le faire passer. Je pense que les problématiques d'emploi aussi. C'est-à-dire que si on a une économie américaine qui est résiliente, si on a sorti 1 million de travailleurs non déclarés, et si la demande, elle reste là et qu'on vient s'attaquer à l'offre d'emploi, c'est quand même un petit peu... Enfin, c'est susceptible d'être inflationniste. Je crois qu'on l'a vu aussi, on a parlé de DeepSeek, il y a quand même autre chose qui s'est joué cette année, c'est les négociations entre les États-Unis et la Chine. Alors les gens qui entouraient M. Trump adoraient nous faire ce parallèle avec le poker. On a une super main, on a des atouts plein les mains. On a vu que les atouts, ils n'étaient pas forcément dans la main qui était anticipée par M. Trump et M. Vance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'on peut avoir des problématiques de goulot d'étranglement aussi. Donc ça aussi, ça peut être susceptible de venir amener de l'inflation. Et la demande, l'année prochaine, potentiellement, elle sera vigoureuse. C'est-à-dire que si on a... Avec des chèques en plus? Donc si on a en Europe une croissance, pour le coup, au-dessus du potentiel, avec le plan allemand qui déroule pour de bon, j'ai pas vu beaucoup de budgets orthodoxes faits par les différents gouvernements, qui soient ici, peut-être un peu les Anglais et encore. Au Japon, c'est pas le cas. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc tout ça, c'est quand même de nature à venir soutenir dans un schéma où l'inflation repartirait déjà, dans quelle mesure, jusqu'où est-ce on imagine que l'inflation puisse repartir dans le contexte que vous décrivez, Kevin, et où est-ce qu'il faut être positionné? Je pense que d'avoir des positions, donc acheter des break-even, donc acheter des points morts d'inflation, ça peut être une façon de créer de la performance dans un portefeuille. Les index d'inflation, elles ont très bien marché cette année aussi. Ça peut être une façon de créer de la performance dans un portefeuille. Vous le disiez, aux États-Unis, les anticipations sur l'inflation à 10 ans, c'est 2% à peu près, plus ou un peu plus. Allez, 2 points, 2,2. En Europe, c'est quoi, 1,7, 1,8, quelque chose comme ça. Donc ça peut être une façon de le faire. Je veux dire, de regarder ce qui se passe sur les marchés de taux. Vous parlez de la Réserve fédérale tout à l'heure. Si je regarde ce qui s'est anticipé pour la Banque centrale européenne, ce que nous disent les marchés là aussi, c'est que la Banque centrale européenne va remonter. Prochain mouvement, ce sera une hausse. Ces taux d'intérêt, ça dit quand même aussi quelque chose, je crois. Mais il faut avoir des matières premières, il faut avoir sur le plan boursier des secteurs plus cycliques. Je pense que là-dessus, si on a en effet ces problématiques de goulot d'étranglement, se positionner un petit peu en amont sur la chaîne de valeur, par exemple, il y a de l'intelligence artificielle, ça peut être une façon d'en bénéficier. Avoir des économies émergentes qui produisent ces matières premières, que ce soit le Chili avec le cuivre. En plus, on a un cycle électoral en Amérique latine qui a tendance à faire ces mouvements de balancier, donc avoir des élus plus pro-marché, disons ça comme ça. Ça peut aussi être une façon de le faire. L'Afrique du Sud également. Donc ça peut être une façon d'intégrer ces problématiques ou ce risque d'inflation. Et je crois que la diversification, c'est le cas aussi. Parce que qui dit, on va dire, risque inflationniste sous-estimé par le marché, dit potentiellement des taux d'intérêt ou des taux longs un peu plus élevés. Et donc là, faire un petit peu plus attention au niveau de valorisation. Je préfère avoir, je sais pas, un ratio court-bénéfice moyen dans un portefeuille autour de 20 aujourd'hui qu'à 25 ou à 27 ou à 40 si on va voir les autres extrêmes. Donc ça peut être une façon de s'adapter. Mais pour vous, le risque principal, c'est plutôt toujours un risque de résurgence, de bump de l'inflation. Pour moi, le risque principal, c'est de voir des taux d'intérêt à 10 ans, par exemple aux États-Unis, remonter. Parce qu'on a quand même une séquence avec... pas mal d'événements anxiogènes et à raison. Je veux dire, l'économie américaine qui ferme pendant 43 jours, c'est pas rien. Les tarifs douaniers, c'est pas rien. Et des marchés qui ont eu tendance à regarder au-delà de ça. Pourquoi? Ma lecture, c'est parce qu'on a quand même une baisse des taux et des taux longs en face. Si ces taux longs, ils viennent s'approcher des niveaux, je sais pas, 4,40, 4,50, qui sont un peu des niveaux de seuil, ça peut être de nature à faire peur, et notamment sur les marchés du crédit, notamment... il y a quand même le marché du crédit, qui soit public ou privé, il y a quand même pas mal de dettes qui ont été levées. Je ne sais pas quels sont les niveaux de rentabilité de ces entreprises-là, a fortiori si c'est du crédit privé. C'est des choses sur lesquelles il faut faire quand même un petit... Pour moi, c'est un facteur d'attention. Bon, quel est le risque pour la Fed, là, en l'occurrence, puisque ce sera un des événements de la fin de l'année, la dernière réunion de cette année pour la Réserve fédérale américaine, 9 et 10 décembre. On va avoir donc un rapport d'emploi relatif au mois de septembre. Jean-François, c'est vrai qu'on se souvient, Jérôme Powell à Jackson Hole semble reléguer le sujet inflationniste au second plan pour se focaliser sur la thématique emploi. Depuis, on a l'impression quand même que les discours sont un peu plus équilibrés de part et d'autre du consensus. Oui, effectivement, tel que l'anticipe le marché pour l'instant, en tout cas, c'est que sur la fin d'année, on est plutôt sur un 50-50, si on va avoir ou pas une baisse de taux supplémentaire. Problème
en tout cas pour les gouverneurs, c'est effectivement que les données vont être un peu plus parcellaires que d'habitude. Donc, on va pas avoir le taux de chômage, typiquement. Donc, il va falloir plutôt utiliser les non-farm payrolls. L'enquête emploi, le rapport sur l'emploi. Les créations. Mais les créations d'emploi, c'est que c'est les données de septembre. Voilà, c'est des données qui sont anciennes. Donc, mais je pense qu'ils vont sortir un autre rapport d'emploi. Ouais. Donc, c'est jeudi. Sans le jobless. Il n'y aura pas l'enquête ménage. Voilà. Pour octobre, il n'y aura a priori pas le jobless rate, il n'y aura pas l'enquête ménage, mais il y aura l'enquête entreprise. Il y aura la création d'emplois. Donc jeudi, il y a la création d'emplois de septembre. Et il y aura un autre chiffre de création d'emplois. Il n'y aura juste pas le taux de chômage. En tout cas, ça et en plus, la question de la publication sur l'inflation, ils vont aussi manquer des données. Donc, est-ce qu'ils vont prendre l'initiative de baisser les taux, ce qui pourrait donner du grain à moudre sur l'idée que la Réserve fédérale est de moins en moins indépendante et qui préfère finalement devancer, sachant que pas si longtemps que ça, Jérôme Powell a quand même indiqué que c'était pas une évidence qu'ils allaient baisser en décembre. Et derrière, il y a tout le calendrier qui va dérouler sur la nouvelle Fed. Donc ça va commencer en janvier avec Miran, qui était, lui, venu en tant que... Qui sera confirmé, sans doute. Oui, on verra. Voilà, on verra. Bon. Et puis après, il y aura effectivement qui va prendre la suite au niveau de la Réserve fédérale. Donc là, pour l'instant, celui qui est le plus plébiscité, c'est plutôt quelqu'un qui a une petite tonalité, on va dire, un peu de colombe, donc plutôt en faveur de continuer les baisses de taux. Donc ce qui irait un peu dans le narratif actuel de marché, qui lui est quand même relativement très baissier pour 2026. Et derrière, c'est là où ça peut commencer à dérouler un peu moins bien, où on peut avoir Christopher Waller, qui est lui un peu plus entre deux, qui pourrait être pas mal, parce qu'on a une Fed quand même qui est un peu divisée. Donc on a besoin de quelqu'un qui sait négocier. Si on a Waller quelqu'un qui est... Voilà. Donc ça pourrait être un petit peu mieux. Et sinon, on a le dernier qui a encore moins plébiscité. Et là, pour le coup, c'est plutôt beaucoup moins une colombe. Donc là, pour le coup, ça irait moins dans le sens de l'administration américaine. Donc ça peut donner quand même du grain à moudre, en tout cas sur la manière dont le marché va essayer d'anticiper ce qui va se passer pour 2026. Ouais. C'est un point clé, effectivement. Alors, on en a beaucoup parlé, la question de l'indépendance de la Fed. Et derrière l'indépendance, l'histoire des hommes et des femmes qui composent, évidemment, un board comme celui de la Réserve fédérale américaine. C'est-à-dire, quelle que soit la volonté de l'administration Trump, il faut quand même que la personne soit crédible. Si elle veut que le signal envoyé soit crédible aux yeux des investisseurs, il faut que cette personne-là soit aussi crédible d'une certaine manière. Bien sûr, il faut. Parce que dire on va baisser les taux de 150 points de base, très bien, mais le premier président de la Fed qui dirait demain je vais demander à baisser les taux de 200 points de base, j'imagine qu'il ne serait pas pris au sérieux, à commencer par son board. Oui, alors le premier point moi, que je vois, c'est par rapport au bilan, par rapport à ce qui est dit sur l'inflation, je rejoins, c'est que la Fed est divisée. Aujourd'hui, la Fed est super divisée. Et des deux côtés. Avec pas de visibilité du marché de l'emploi. Donc en tous les cas, on arrive à un point où la tâche est complexe pour n'importe qui. Parce que le risque d'inflation, vous l'avez mentionné, le risque d'accusation d'indépendance, il est là. Donc, voilà. Après, est-ce que la Fed va perdre son indépendance ? Enfin, de facto, elle n'est pas indépendante. Elle ne l'est plus, c'est fini. Bien sûr que c'est fini. Quand Trump met autant de tweets pour baisser les taux, elle ne l'est plus. Donc voilà. Donc, Trump va pousser pour choisir un candidat. Si c'est Miran, il y aura des baisses de taux supplémentaires. Et c'est une équation qu'il va falloir... Il y a une paramètre qu'il va falloir rentrer dans l'équation. C'est pas Miran qui décide tout seul de ce que fait la Réserve fédérale américaine. Non, il y a... Bien sûr. Et il y a la nomination des banques régionales qui vont arriver aussi, mais qui sont en train d'aller... Dans le sens de Trump. Donc tout se fera à une majorité. Et pour l'instant, la majorité... Donc il y a aussi... On attend... comment elle s'appelle Lisa Cook, qui devrait être maintenue ou pas. Mais si elle tombe... C'est intéressant. Il a réussi à créer la majorité à la Cour suprême. On voit quand même que sur certains sujets, la Cour suprême arrive à quand même exactement. continuer de dire le droit comme elle entend aussi. Mais il ne faut pas être manichéen. C'est-à-dire blanc, voilà, c'est bien ou c'est mal. On sera dans une Fed et on verra bien. Et forcément, elle sera, sauf si elle est frontalement anti-Trump, elle aura de toute façon une accusation où elle sera un peu moins indépendante. Ça, c'est la réalité. Mais il faut bien dire que la situation économique, de toute façon, elle est très ambiguë, elle n'est pas claire. Et là encore, par rapport à ce que je disais, voilà, la Fed a beaucoup délivré en 2025, finalement. Est-ce qu'elle va délivrer autant que ce qui est attendu dans un contexte de grande incertitude des divisions ? Voilà, ça, c'est la réalité.
c'est vraiment lié au remplacement de Powell, les anticipations de baisse de taux du marché en 2026, Kevin ? Je sais pas, enfin, ça se beaucoup lié à ça. D'ailleurs, je trouve ça intéressant ce que vous disiez sur les directeurs de réserve fédérale régionale. C'est qu'on a eu là sur les quelques jours des directeurs de Fed régional qui se sont un peu rebellés, c'est-à-dire qui ont dit qu'ils étaient plutôt partisans de faire une pause. En général, c'est une partie des gouverneurs qui sont plutôt en retrait, qui laissent le directeur de la Banque centrale s'exprimer. Et là, on voit cette forme de, je ne sais pas si c'est une rébellion, mais en tout cas, on les entend, et ce qu'on n'entend pas usuellement. Alors, c'est peut-être un signe justement de crainte de voir l'indépendance de l'institution remise en question. Il y a peut-être un petit peu de ça. Je pense qu'il y a quand même autre chose, c'est que, je veux dire, on regarde le niveau de dette, le niveau de déficit aux États-Unis et la croissance en face de ça. Cette reprise en cas, c'est quand même très compliqué, j'imagine, pour des autorités américaines, d'arriver à faire avec une récession et des craintes de pression récessionniste. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'utilise du jargon, on va dire le put budgétaire et le put monétaire, il est quand même très très proche. Et donc c'est peut-être ça que le marché essaye de jouer. Il n'en faut pas beaucoup pour que les autorités monétaires et budgétaires se mettent en action pour adoucir un risque ou une situation problématique. On essaye de connecter ce qu'on dit depuis tout à l'heure, a fortiori quand on a des marchés d'actions américains qui sont en hausse de quasiment 20% par an depuis 3 ans. Elle n'est pas finie, mais on va dire quasiment 20% par an depuis 3 ans. C'est qu'on a quand même ce mariage toxique entre le niveau du S&P 500 et le niveau de la croissance économique aux États-Unis. Puis on l'a pas évoqué. Des effets richesses qui sont absolument colossaux et qui sont un vrai moteur dans la croissance américaine. Parce que la consommation américaine, elle n'est pas faite par les 75%. Elle est plutôt faite par les 25%. Bon, donc la Fed de Powell a déjà agi d'une certaine manière avec la gestion du bilan qui revient un outil d'accommodation. Mais ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être un jeu habituel dans les politiques, j'en suis pas, mais on avait M. Bessène qui critiquait beaucoup Mme Yellen parce qu'elle limitait des obligations à très court terme. Bon, il fait à peu près la même chose. Et en faisant ça, il assèche les marchés du repo. Et donc voilà, il y a une espèce de prépondérance d'instruments souverains américains à court terme. Et donc, qu'est-ce que doit faire la Réserve fédérale américaine ? Elle doit refaire du quantitative easing. Donc c'est une façon de transférer le problème. Et donc on revient sur ces questions de risque de dominance budgétaire et donc risque de dominance de stabilité financière aussi. Je crois que le Canada aussi est en train de remettre son QI sur la table. Ils ont arrêté le QT. Oui, ils font des injections de liquidités, c'est pas du quantitative easing. Au sens strict, je suis d'accord. On n'y est pas encore. En attendant, on arrête de réduire la liquidité dans le système. Juste pour finir là-dessus, la politique de gestion des bilans des banques centrales, ça redevient un sujet important pour le marché en termes de liquidité, Jean-François. On est beaucoup focalisé sur les baisses de taux, mais encore une fois, si la Fed peut réinvestir une partie de son bilan, visiblement, ça couvre quand même pas mal d'émissions du Trésor l'an prochain. C'est pas neutre, hein. Oui, ça rejoint un peu les histoires d'indépendance dont on parlait. Je veux dire, peut-être la moins indépendante des banques centrales, c'est peut-être la Banque du Japon. Eux, pour le coup, limite entre le ministère des Finances et la Banque centrale, il y a une ligne directe. Ouais. Ça semble en prendre le chemin. Et alors après, si jamais du quantitative tightening, on passerait à un quantitative easing, voilà, ce serait là pour le coup, je pense qu'on est reparti pour une prochaine année à deux chiffres. Risque de marché en fusion. Attention, risque de marché en fusion. Bon, merci beaucoup en tout cas, messieurs. Merci d'avoir dressé ce bilan de l'année 2025 un peu prématuré. Il reste encore quelques jours et quelques semaines de trading, mais c'était un plaisir de vous avoir pour évoquer ces sujets. Kevin Tauzet-Carmignac, Jean-François Fossé, Ophi Invest AM et Nicolas Forest-Candriam.